Au Royaume-Uni, Rishi Sunak a été désigné par les conservateurs pour devenir Premier ministre. Il est le seul à avoir obtenu le nombre de parrainages nécessaires. Après avoir survécu à 6 mois d'occupation russe, l'hôpital d'Izium dans l'est de l'Ukraine se prépare à affronter l'hiver. L'une des plus grandes mines de lithium d'Europe doit ouvrir en France en 2027. Objectif, produire les batteries des futurs véhicules électriques. L'Union européenne veut booster la recherche de nouveaux antibiotiques, mais la proposition des industriels qu'elle pourrait suivre fait polémique. Cette semaine, après avoir été battu par Liz Truss, Rishi Sunak prend sa revanche. Il accède ce lundi au poste de Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances est le seul député conservateur à avoir obtenu plus de 100 parrainages de ses pairs, nécessaires pour entrer dans la course. Sa rivale, la ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, n'en a pas rassemblé suffisamment pour pouvoir le concurrencer et organiser un vote. Quant à l'ex-premier ministre Boris Johnson, il a renoncé dimanche à se présenter après l'avoir envisagé dans un premier temps. Poussé à la démission en juillet dernier après une série de scandales, il a finalement estimé qu'il serait difficile d'unir derrière lui les conservateurs. Tout comme pour Liz Truss, de nombreux défis attendent désormais Rishi Sunak. Il aura la lourde tâche de faire sortir le Royaume-Uni de la crise économique et sociale qu'il traverse. Et Rishi Sunak, petit-fils d'immigrés d'origine indienne, entre dans l'histoire du Royaume-Uni. À 42 ans, il devient le plus jeune Premier ministre en 200 ans et le premier non-blanc à ce poste. Il a connu un parcours typique de l'élite britannique en étudiant dans les prestigieuses universités d'Oxford en Angleterre et de Stanford aux États-Unis. Marié à la fille d'un milliardaire indien, l'ancien banquier de Goldman Sachs est actuellement l'homme politique le plus riche du pays, avec une fortune estimée à 730 millions de livres. Sa carrière en politique a également été fulgurante. Élu pour la première fois en 2015, en seulement 5 ans, Rishi Sunak est passé de simple député à ministre des Finances. En juillet 2022, sentant que Boris Johnson n'avait plus la main sur sa majorité après les nombreux scandales, il fait partie des ministres démissionnaires qui ont précipité sa chute. Quand Boris Johnson est finalement parti, il a essayé de lui succéder, mais les conservateurs ont succombé au chant des sirènes des réductions d'impôts historiques promises par Liz Truss. Connu pour être en faveur de l'orthodoxie budgétaire, Rishi Sunak a finalement gagné la confiance de son camp et arrive au pouvoir en pleine crise économique et sociale. Après avoir survécu à 6 mois d'occupation russe, le personnel médical de l'hôpital d'Izium se prépare à affronter l'hiver. C'est le seul établissement médical à être resté ouvert lorsque les troupes russes ont envahi cette ville de l'est de l'Ukraine. Le chirurgien Yuri Kuznetsov et son équipe sont considérés comme des héros par leurs patients pour avoir continué à aider ceux qui en avaient besoin. Nous ne dormions que 2 heures. Il faisait très froid. La température était de 3 ou 4 degrés. Nous devions chauffer les solutions avec notre corps pour les utiliser. Les opérations chirurgicales ont été transférées au sous-sol de l'hôpital dès les premiers jours de la guerre pour éviter les frappes aériennes et les bombardements d'artillerie. Nous avions 2 brancards transportables et une civière qui faisait office de table d'opération. Tout le monde avait fui, l'hôpital était vide. Mais ces gens sont restés ici dans le sous-sol et ont sauvé des vies. Tout le monde à Izium connaissait l'existence de ce lieu. Quand ils en avaient besoin, ils venaient frapper à la porte. Ces personnes sont en mission. Izium est repassé sous contrôle ukrainien le mois dernier au cours d'une contre-offensive qui a porté un coup aux objectifs militaires des forces russes. Mais les blessures physiques et mentales causées par la guerre prendront beaucoup plus de temps à guérir. L'une des plus grandes mines européennes de lithium doit voir le jour en France d'ici 2027.
C'est ce qu'a annoncé ce lundi le groupe français de minéraux industriels Imerys. Le projet, nommé Émilie, situé à Beauvoir dans le Massif central, est soutenu par le gouvernement. L'exploitation de ce gisement doit aider l'Europe à produire elle-même des batteries pour véhicules électriques et à se défaire de sa dépendance à l'égard de la Chine. 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium pourraient en être extraites chaque année, de quoi équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques. Sur la dizaine de projets européens d'exploitation de lithium, celui d'Imerys est le deuxième plus important, derrière celui de la start-up Vulcan en Allemagne, basée sur l'exploitation des eaux géothermales de la vallée du Rhin. En janvier dernier, la Serbie avait dû se résoudre à enterrer le projet du groupe australien Rio Tinto, qui voulait exploiter le plus grand gisement de lithium en Europe. À 3 mois de la présidentielle, le gouvernement serbe avait fini par céder à la pression des habitants de la région et des écologistes qui pointaient du doigt les rejets toxiques. Au Portugal, le projet d'exploitation Mino do Barroso du groupe britannique Savannah Resources est également fortement contesté, notamment pour des questions de consommation d'eau. Une foule d'anonymes et ses proches se sont réunis ce lundi à Lillers dans le nord de la France pour dire adieu à Lola. La fillette de 12 ans avait été assassinée il y a 10 jours dans de terribles circonstances, provoquant de vives réactions dans le pays. Le profil de la principale suspecte d'origine algérienne et résidant illégalement dans l'Hexagone a fait du drame une question politique pour l'extrême droite française. Un litige fiscal soldé au prix de 238 millions d'euros. Le Crédit Suisse a signé ce lundi un accord avec le tribunal de Paris pour mettre fin aux poursuites pénales dont il faisait l'objet depuis 2016. La banque était accusée de démarchage illégal auprès de 5000 clients français et de blanchiment aggravé de fraude fiscale entre 2005 et 2012. Elle a 1 an pour verser la somme demandée. Pas de victimes, mais d'impressionnants dégâts dans plusieurs villages du nord de la France après le passage de mini-tornades ce dimanche soir. À Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, il n'a fallu que quelques secondes au vent violent pour emporter des toitures. Environ 150 personnes ont dû être relogées. Dans le département de l'Eure, plusieurs milliers de personnes ont été privées d'électricité. La recherche de nouveaux antibiotiques est une nécessité en Europe face à la résistance des bactéries. Alors que la Commission européenne cherche justement à réviser sa législation pharmaceutique, les industriels tentent de défendre leurs intérêts, non sans polémique. Ils font valoir que trouver de nouvelles molécules nécessite des investissements de recherche. Or, les antibiotiques n'ont pas tous un intérêt commercial. Pour impliquer le secteur, les industriels proposent un système controversé. En échange d'un effort financier pour de nouveaux antibiotiques, une entreprise pourrait se voir accorder une extension de plusieurs mois de l'exclusivité d'un brevet dont elle dispose sur un autre médicament plus profitable, comme par exemple un anxiolytique ou un antidépresseur. Les entreprises pharmaceutiques insistent ainsi sur l'enjeu sanitaire. Comme nous le savons, la résistance aux antimicrobiens est la plus grande pandémie mondiale qui devrait coûter plus de 1 000 milliards d'euros par an à partir de 2030. Elle tue 400 000 personnes par an dans l'Union européenne. L'avantage serait donc de s'assurer que nous pouvons encourager la mise sur le marché de 2 à 4 antibiotiques par an. Pour les associations de défense des consommateurs, ce système est scandaleux. La prolongation de cette exclusivité risque de coûter cher au système de santé et aux citoyens. Si on continue à appliquer cette exclusivité au-delà de l'expiration du brevet initial, ça veut dire que le consommateur doit payer plus cher. Donc il n'y a pas l'existence d'un produit moins cher, d'un produit générique ou d'un produit biosimilaire. Donc ça veut dire qu'il a moins de choix et il doit payer plus cher. Ça veut dire aussi dans certains pays, que le traitement n'est tout simplement pas accessible dans la mesure où certaines firmes pharmaceutiques ne vendent que dans certains pays parce que c'est plus profitable par là. Contactée par Euronews, la Commission européenne reconnaît que ce mécanisme est discuté dans le cadre de la révision de la législation pharmaceutique. Elle précise avoir plusieurs options sur la table. Les associations de consommateurs craignent que ces discussions ne fassent pas l'objet d'un débat public.